Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au débat justement en cours sur le projet Hercule d'Électricité de France. À l'ordre du jour ce soir, pourquoi veut-on démanteler EDF ? Depuis plusieurs mois, le géant de l'électricité est bousculé par un projet baptisé Hercule qui prévoit la division en 2 ou 3 entités du fournisseur national. Soutenu par le PDG, Jean-Bernard Lévy, mais également par le gouvernement français. Ce projet est vertement critiqué par les syndicats, mais qui voient un démantèlement, mais aussi par d'anciens cadres et dirigeants qui ne comprennent pas la logique qui est mise à l'œuvre. Une logique qui, selon ses initiateurs, vient d'une volonté de négocier les règles de la concurrence imposées par l'Union européenne. Nous allons en discuter avec nos 3 invités ce soir. Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste au Bureau d'information et de prévision économique et vous êtes auteur de La France est-elle exposée aux risques protectionnistes qui est paru aux éditions de l'École des Mines. Avec nous également Anne de Bréjas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au centre de recherche d'EDF, le centre de R&D, et vous êtes porte-parole de Sud Énergie. Enfin, notre 3e invité est Jacques Percebois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université de Montpellier. Vous êtes auteur aux éditions Campus Ouvert, qui sont des éditions de l'Université de Grenoble, où vous enseignez auparavant, auteur de L'énergie racontée à travers quelques destins tragiques. Nous n'allons pas dépecer EDF comme vous le prétendez. Non, nous n'allons pas non plus démanteler le groupe. Et oui, évidemment, nous préserverons le statut des salariés auquel je veux ce soir rendre hommage et que je veux rassurer. Ce dont nous parlons ce soir, c'est bien de doter EDF d'une structure à même de pérenniser ses activités, d'accroître ses perspectives de développement et de financer sa croissance. Et pour assurer le financement des parcs nucléaires et hydroélectriques, tout en constituant un grand champion des nouveaux métiers de la transition. Alors avec ce projet, les parcours professionnels des personnels d'EDF seront préservés. EDF est une entreprise publique et le restera. Cela fait partie de l'ADN du groupe et même, je crois, d'une part de l'ADN français. Mais nous ne sommes qu'au début de ce chantier. À ce stade, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord global avec la Commission européenne et les échanges se poursuivent. C'était il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, le 19 février. Donc c'était un débat organisé à l'initiative du Parti communiste des communistes au Sénat. Et c'était Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui réaffirmait « Non, nous ne voulons pas démanteler EDF ». Pourquoi est-il si important de faire un débat dans une émission d'actualité comme la nôtre, en fin de journée, comme cela, autour du cas d'EDF ? Jacques Percebois, qu'est-ce qui est important dans cette affaire ? C'est important parce que c'est l'avenir du secteur électrique en France, et notamment d'une entreprise qui, je dirais, passe, parce que on l'a montré historiquement comme étant un des joyaux de l'économie française, et donc ça concerne la population. Et puis, je dirais, l'actualité nous impose de nous préoccuper de ce qui peut se passer sur les marchés de l'électricité dérégulés, parce que quand on regarde ce qui vient de se passer au Texas, alors il faut pas généraliser et considérer qu'on risque d'aller vers cette situation, mais enfin, ça montre bien que quand on dérégule trop, il peut y avoir des inconvénients. Il faut expliquer qu'au Texas, effectivement, à cause de la vague de froid qu'a connue le Texas, les prix de l'électricité ont énormément augmenté très brutalement et que certains ménages se sont trouvés avec des factures considérables de plus de $10 000, voire $15 000 pour des factures, étant donné qu'effectivement c'est un marché totalement dérégulé. C'est ce que vous voulez dire, Jacques Percebois. Anne de Bréjas, pourquoi est-ce que c'est important de mettre cette question du programme Hercule à l'agenda d'une émission d'actualité du soir ? Oui, Jacques Percebois l'a bien expliqué, il en va de l'avenir du secteur électrique, et le secteur électrique, c'est un des piliers de la transition énergétique. Dans tous les scénarios, on voit qu'il va falloir se passer de toutes les énergies carbonées, du pétrole, du charbon, du gaz. L'électricité va jouer un rôle majeur. Tous les experts, en particulier du GIEC, disent qu'il y a une urgence vraiment chaque année, dès maintenant, à agir et à investir de manière très massive. Et EDF nous dit aujourd'hui que pour la première fois
de son histoire, il est plus capable de faire ces investissements qu'il a fait à d'autres époques, quand il a construit les grands parcs hydrauliques, par exemple, ou nucléaires. Donc il n'en est plus capable, donc il faut faire quelque chose. Et bon, pour nous, l'une des raisons de cette incapacité, c'est la dérégulation et la mise en concurrence du secteur électrique qui, à l'évidence, ne fonctionne pas. Et puis l'autre aspect, c'est que l'électricité, c'est un bien de première nécessité, et on sait combien c'est sensible pour le budget des ménages. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, mais aussi pour les entreprises. Donc on est dans une situation qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Or, on est face à une urgence climatique et environnementale absolue. Anne-Sophie Alsif, en tant que chef économiste au Bureau d'information et de prévision économique, ayant travaillé sur la question du protectionnisme, pourquoi c'est important justement cette crise autour du programme Hercule et d'EDF? Alors c'est même essentiel, parce que c'est vraiment quelle politique énergétique en France mais également en Europe on va avoir sur les 20-30 prochaines années, et la question de toutes les énergies alternatives, renouvelables, comme on l'a dit, il faut vraiment se décarboner, et donc l'électricité mais aussi l'éolien et aussi tout ce qui est en effet hydraulique ou solaire va avoir un rôle considérable, et donc cela demande d'énormes investissements. Aujourd'hui EDF est très endetté, plus de 40 milliards d'euros, et donc il y a à mon sens la nécessité de diversifier et d'avoir de nouvelles sources de financement. Alors nous avons titré « Pourquoi veut-on démanteler EDF ?» Vous n'êtes pas d'accord avec le terme de démantèlement, Anne-Sophie Alsif? Non, en effet, je parlerai plus de réorganisation. Alors pourquoi? C'est vrai que j'inscris un peu l'analyse de ce qui se passe notamment au niveau international, et avec la percée sur notamment les énergies renouvelables, la percée de la Chine, on l'a vu avec les panneaux solaires, où ils sont vraiment devenus les leaders dans ces domaines-là, et où bien sûr les États-Unis, ils ont le fameux pétrole de schiste américain, mais en tout cas la Chine est très et investit très massivement dans la R&D pour justement avoir de l'énergie à bas carbone, en recherche et développement, pour avoir de l'énergie qui consomme peu et rejette peu de gaz à effet de serre, pour des problèmes démographiques, même bien sûr qu'on connaît. Et donc c'est un pays qui a une véritable stratégie énergétique, industrielle, planifiée, et qui a des investissements colossaux. Et donc pour moi la question, c'est vrai, économiquement, c'est que fait l'Europe et bien sûr la France, puisque l'EDF est un mastodonte, et il a vraiment besoin en effet de financements très importants qui sont aujourd'hui très difficiles à soutenir uniquement par l'État. Alors de mastodonte à mammouth, il n'y a qu'un pas, si on fait un parallélisme avec l'échelle de l'évolution, Anne de Bréjas, et effectivement on a l'impression qu'on voudrait découper cet énorme mastodonte en plusieurs parties. En tout cas, c'est ce projet Hercule. Est-ce que pour vous c'est un démantèlement? Oui, pour nous, c'est clairement un démantèlement. Enfin, on nous dit à la fois qu'on démantèle pas, mais en même temps qu'on va faire 3 entités très très étanches, avec aucune possibilité d'échanger de l'information ou de faire du financement mutualisé. Mais c'est un démantèlement en fait qui a commencé déjà il y a une vingtaine d'années, avec une directive européenne qui a imposé la mise en concurrence du secteur électrique, alors qu'il y avait une grande entreprise publique, EDF, et même EDF, GDF, en état de monopole, qui fonctionnait bien, au dire de tous, y compris au dire de ceux qui prônaient la libéralisation dans d'autres pays. Donc on a commencé par séparer EDF de GDF, on a séparé les réseaux. Ça a été un premier démantèlement. Donc on a fait des filiales très étanches, à nouveau RTE et Enedis. On a cédé une partie des barrages, notamment sur le Rhône. Et puis on a demandé à EDF de perdre des parts de marché. On a introduit de force des concurrents sur une activité qui est vraiment complètement factice. J'espère qu'on va y revenir. L'activité de fournisseur qui consiste simplement à acheter et à vendre en proposant à ces fournisseurs une énergie en dessous du coût de production. Et donc on l'a vécu ça. Moi, au centre de recherche, on a vu comment ça devenait beaucoup plus difficile de travailler, voire impossible de travailler pour les réseaux. Et là, à nouveau, on va séparer l'entreprise en plusieurs parties. Effectivement, il y a des investissements massifs à faire, mais on peut quand même se demander pourquoi on a su le faire pendant des années, à l'époque où l'entreprise était publique, et pourquoi on ne sait plus le faire aujourd'hui. Pour nous, réponse est claire, c'est que c'est à cause de cette doctrine de mise en concurrence et de recherche du coup de profit à court terme. Sur ce point, Jacques Percebois, est-ce que c'est un démantèlement? Vous le vivez comme tel, ce qui est en train de se passer avec ce programme Hercule qu'on va détailler pour nos auditeurs parce qu'ils ne le connaissent pas forcément? Alors en fait, on coupe en morceaux l'entreprise et on prétend qu'elle va rester intégrée, ce qui paraît quand même un peu contradictoire. Alors quel est l'objectif? C'est en effet de séparer, je dirais, le strict public, c'est-à-dire le nucléaire d'un côté, le réseau de transport dans une entité publique, en disant ça va rester totalement public, et à côté
d'avoir une entreprise qu'on va appeler EDF Vert, dans laquelle on va mettre le réseau Enedis et les renouvelables, en disant il faut développer les renouvelables et il faut trouver le financement pour développer ces renouvelables. Et pour trouver le financement, il faut... On va aller sur les marchés. Voilà, sur le capital. C'est-à-dire qu'en fait, il faut privatiser. Alors, on vous rassure, on vous dit, on va privatiser jusqu'à 30%, pas plus. Sauf qu'on a une expérience qui est celle d'Engie ou de GDF Suez, plus exactement, où on a commencé par nous dire, on va ouvrir le capital dans une proportion d'un tiers, puis ensuite, on bougera plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert davantage. Alors, bien sûr, au nom de la décarbonation, on dit qu'il faut développer les renouvelables, c'est tout à fait légitime, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose d'important, c'est que le nucléaire est décarboné. Donc, si vous voulez, la France peut jouer en quelque sorte sur deux piliers, peut s'appuyer sur deux piliers importants. Le nucléaire, lui, il est complètement décarboné, c'est-à-dire qu'une énergie qui ne produit pas de CO2. Alors, développer les renouvelables, c'est une bonne chose. Il faut trouver en effet des financements, mais on n'a pas exploré assez, à mon avis, les autres solutions pour trouver ce financement. J'ajoute que la Commission européenne a une obsession. L'obsession, c'est, bien sûr, elle ne veut plus d'entreprises intégrées, a fortiori si elles sont publiques, et donc elle veut déréguler et en même temps, je dirais, séparer les activités de production, transport, distribution et commercialisation. Et elle ne veut pas d'entreprises en position dominante. C'est-à-dire qu'elle veut que l'opérateur historique perde des parts de marché. Je fais observer qu'EDF a perdu beaucoup de clients. EDF a perdu aujourd'hui quasiment 50% du marché des professionnels en kilowattheure. Et 25% du marché des particuliers comme nous, c'est ça? Et 25% des particuliers, ce qui est beaucoup. Donc, si vous voulez, il est faux de dire qu'EDF est en position dominante sur l'Hexagone encore un peu maintenant, mais si vous regardez le marché européen, puisque Bruxelles nous dit que le marché électrique est européen, sur le marché européen, EDF n'est plus en position dominante. De votre côté, Anne-Sophie Elsif, en tant que chef économiste au Bureau d'information et de prévision économique, vous dites on pense trop en termes national et EDF, certes, a une prestigieuse histoire, certes, c'est un mastodonte, certes, c'est l'héritage, effectivement, des nationalisations de la libération, aussi de l'expansion du marché de l'énergie en France, mais aussi dans le monde, parce que depuis les années 90, ce géant va investir un peu partout dans le monde. Mais il faut penser autrement, et vous pensez donc que ce projet Hercule n'est pas si mauvais que cela, parce que simplement, il permettrait justement peut-être de penser plus large que la simple métropole et le simple hexagone dans lequel EDF s'est fondé et s'est développé. Oui, tout à fait. À mon sens, c'est ça la question. Je comprends qu'on essaie d'avoir une problématique au niveau national en raison de l'histoire du nucléaire si particulière et l'histoire de l'énergie. Mais aujourd'hui, ces problématiques sont internationales et c'est un peu la course des géants. L'autre aspect, c'est qu'au niveau européen, on pense souvent donc à notre ami allemand, ils ont des énormes problèmes de transition écologique parce qu'ils ont encore beaucoup d'usines à charbon. Ouais. Donc, c'est sûr que le nucléaire... Une économie très carbonée. Exactement. C'est une industrie très carbonée avec le poids normalement du secteur automobile ou d'autres industries. Donc, ils ont une très forte mutation à faire et donc, c'est sûr que de trouver des sources d'énergie alternatives, ce n'est pas qu'une question française, mais c'est vraiment une question européenne, allemande, italienne, puisque toutes les industries ont ces problématiques. Et donc, à mon sens, c'est aussi l'opportunité d'avoir on va dire une stratégie un petit peu par filière qui permet d'ouvrir le débat européen et de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce problème de l'énergie en Europe. Mais en tant que chef économiste, vous vous dites pourquoi, je vous pose la question que posait à l'instant Anne de Bréjas, pourquoi ce géant n'est plus capable d'investir comme il a investi auparavant? C'est vrai, tout compte fait, depuis qu'il a été privatisé en partie, depuis qu'il a été justement ouvert au marché, depuis que la concurrence s'est installée, eh bien EDF investit moins, ou en tout cas investit différemment de ce qu'il a pu faire quand on a fait le grand parc nucléaire français, quand on a fait effectivement des développements comme l'hydraulique à la fin des années 50 ou dans les années 50. Alors déjà, le nucléaire a un coût, et donc ces coûts sont colossaux, donc avec un parc qui est aussi vieillissant. Donc ça, c'est sûr que c'est des problématiques qu'on n'avait peut-être pas au tout début. Et puis ce que je veux rappeler sur, en effet, le marché européen... En même temps, on veut dire qu'on a investi et qu'on a donc d'une certaine façon tout l'argent qu'on a mis, ça fait tourner le nucléaire aujourd'hui. Complètement. Et ça permet justement d'avoir une économie plus décarbonée, notamment par rapport à nos voisins européens. Mais l'autre aspect, c'est se dire, en effet, on a fait ces investissements-là, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire
faire après. Et on a ce poids du nucléaire et ce coût qui augmente, et on a des investissements colossaux, encore une fois, pas par rapport à l'Allemagne et autres, mais par rapport à nos concurrents qui mettent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars sur la table. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour leur répondre et pour rester compétitifs? Oui, sur ce point, Anne de Bréjas, qu'est-ce que vous imaginez justement de ces investissements qui sont colossaux à faire? On dit, je sais pas, on est allé jusqu'à dire 100 milliards pour pouvoir développer, renouveler le parc, développer et puis peut-être conquérir de nouveaux marchés. Tout ça, qu'est-ce que vous en dites, Anne de Bréjas? Parce que s'il n'y a pas l'argent pour investir, qu'est-ce qu'on fait? On investit de l'argent public comme on a fait par le passé. Par le passé, on a quand même construit 58 réacteurs nucléaires avec de l'argent public. Mais est-ce qu'on n'est pas empêché de le faire par les règles de concurrence européennes? C'est la question que se posent beaucoup de gens. Non, mais si cette question est là, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se demander si, dans l'intérêt général, s'il faut faire ça, s'il ne faut pas déroger à ces règles européennes. Je pense que le débat commence à être levé avec la crise sanitaire. On voit les impasses dans lesquelles ça nous a menés. Je voudrais juste signaler ce que ça veut dire de mettre de l'argent privé plutôt que de l'investissement privé plutôt que public. L'électricité, le système électrique, que ça soit les réseaux comme les moyens de production renouvelables ou nucléaires, ce sont essentiellement des investissements de très long terme. Et donc ça veut dire que les conditions de financement de ces investissements, donc la rentabilité exigée des investissements, jouent un rôle capital dans le coût final de l'électricité. Je vous citais la Cour des comptes anglaise sur la centrale nucléaire d'Hinkley Point que construit EDF. Ils disent si le taux de rémunération de l'investissement est autour de 2%, c'est-à-dire ce qui correspond à ce que peut être un investissement public, on se retrouve à un coût du nucléaire de 30 € du mégawattheure. Si maintenant on passe à 9%, ce qui est en moyenne ce qui est demandé par les investisseurs privés, alors on passe à 100 € du mégawattheure. Vous voyez, on a un facteur 3. Quand on regarde ce que c'est sur l'éolien ou sur le solaire, on est de l'ordre d'un facteur 2. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc si on vient nous dire, écoutez, on n'a pas d'argent public, donc on va faire appel au privé pour investir, et à la fin, ça coûtera 2 fois plus à qui, finalement, toujours au même, c'est-à-dire à la collectivité, aux usagers ou aux contribuables. Je trouve ça vraiment invraisemblable. Alors, non seulement ça, mais en plus, on se met l'avenir énergétique d'un secteur quand même capital et hautement stratégique dans les mains de grands groupes, type Total ou autres, dont on sait que ça posera des problèmes, comme ça pose des problèmes aujourd'hui pour les GAFAM. Sur ce point, Jacques Percebois, est-ce qu'il y a une alternative, selon vous, à ce projet Hercule, tel qu'il a été donc présenté par le PDG Jean-Bernard Lévy, soutenu par le ministère de l'économie, par Bruno Le Maire et par tout un tas de membres de ce gouvernement? Est-ce qu'il y a une alternative à ce projet de diviser en 3 entités, donc un EDF bleu, un EDF azur, un EDF vert, donc qui seraient des entités distinctes, dont une, EDF verte, serait ouverte, comme vous l'avez dit, à la possibilité de récupérer des fonds privés? Oui. Il y a même plusieurs alternatives, mais la principale, c'est probablement la recapitalisation. L'État est propriétaire de plus de 83% du capital d'EDF. En tant qu'actionnaire, il a le droit d'apporter des dotations en capital. Il l'a fait dans le passé. Le programme nucléaire actuel, les réacteurs actuels ont été financés par endettement. À certains moments, l'État a recapitalisé. On pourrait concevoir une recapitalisation. Le problème, c'est que la Commission européenne ne veut pas d'aide d'État. Mais l'État, en tant qu'actionnaire, a le droit de recapitaliser avec des conditions, évidemment, pour vérifier que ça ne rompt pas la concurrence. À condition, en tous les cas, qu'il retouche des dividendes de cette Absolument. Capitalisation en particulier. Mais l'État touche des dividendes. Il touche des dividendes. Il en a touché beaucoup depuis ces 20 dernières années. Alors maintenant, c'est vrai qu'une partie des dividendes est payée en supplément d'action. Mais enfin, je dirais, l'État doit se comporter comme un actionnaire de droit commun. Ce qui est important quand même, c'est de voir qu'aujourd'hui, les Anglais, qui nous ont, je dirais, forcés à mettre cette libéralisation à outrance, quand ils se sont rendus compte que ça mettait en péril le très long terme dans leurs investissements, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les Anglais, maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne? Ils sont en train de réguler, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans l'éolien à grande échelle, ils se lancent dans le nucléaire. Et pour financer le nucléaire, il faut appel à un système public régulé, c'est-à-dire en fait à un système qu'il faut faire en France. Il faut repartir sur, je dirais, une recapitalisation. Sinon, quel est le risque? Le risque, il est double.
c'est que le nucléaire soit mis dans une structure qui soit, je dirais, considérée comme une société d'actifs pourris à terme, c'est-à-dire que plus personne s'y intéresse et on aura des problèmes demain d'approvisionnement. Et le deuxième risque, c'est que la partie EDF Vert, c'est-à-dire la partie éolien, renouvelable, éolien, solaire, etc., soit entre les mains d'entreprises privées, que pour l'instant ce serait minoritaire, mais demain il peut y avoir des OPA de grands groupes. Alors les grands groupes à l'affût, il y en a quelques-uns, il y a les pétroliers, parce que tous les pétroliers aujourd'hui se lancent dans l'électricité, y compris le pétrolier français, c'est légitime, puisqu'on va passer aux véhicules électriques. Et en même temps, les entreprises du numérique sont intéressées par la prise de possession des électriciens, ça paraît classique. Alors, Anne-Sophie Alsif, tout compte fait, on peut se dire, oui, on a mis énormément d'argent dans la crise sanitaire, les États se sont endettés et réendettés pour cette crise sanitaire. Pourquoi ne pas se réendetter plus pour pouvoir que le gouvernement français puisse reprendre la main sur EDF et, d'une certaine façon, recapitaliser cette entreprise qui est en difficulté, 40 milliards, je crois, 41 milliards, je crois, 42 milliards de dette, oui. Alors déjà en raison des montants, à mon sens, qui sont quand même colossaux. Alors bien sûr, on l'a dit, la crise sanitaire a fait qu'on a pris 20 points de PIB d'aide publique pour en effet aider toutes les entreprises. On a recapitalisé dans d'autres secteurs, par exemple Air France. Donc, oui, puis ce projet Hercule, il date d'avant la crise. Et donc à une époque où on comptait les sous, on disait, comptait les sous. Le problème, c'est que la situation économique et en tout cas financière des finances publiques, c'est quand même énormément dégradée. Et donc de fait, je pense que surtout les 2 prochaines années, on sera dans une politique de reprise et de relance, eh bien, l'État devra sortir de cette politique budgétaire ultra accommodante et sûrement avoir des restrictions. Et donc, je pense que ça paraît assez difficile d'avoir donc ces problèmes de 40 milliards. Mais plus au-delà de ça, bien sûr, on parle de nucléaire. Mais l'idée, c'est de préparer l'avenir. Et c'est justement préparer l'avenir et les investissements d'avenir pour le renouvelable. On parle du solaire. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est leader sur les panneaux solaires. Donc, on a déjà perdu quelques batailles. On a déjà perdu des parts de marché. On a cette dette de 40 milliards, mais les investissements à venir sont colossaux, bien supérieurs. Il faut rembourser cette dette environ 50 milliards. Voilà. Et en plus, investir massivement, 100, 200 milliards. Ouais. Donc, ce n'est pas l'État seul qui aura la capacité de le faire dans le contexte actuel. Vous écoutez le temps du débat. Pourquoi veut-on démanteler EDF avec Anne-Sophie Alsif que vous venez d'entendre, avec Jacques Percebois et avec Anne de Bréjas. France Culture. Débat. J'ai pris peur de tes baisers, comme on prend peur des araignées. Je ne savais plus où me planquer. Emmanuel Laurentin. Au fond du trou, l'envie de gerber. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Miossec, 2006, la facture d'électricité. Vous écoutez le temps du débat. Pourquoi veut-on démanteler EDF? Anne de Bréjas, justement, une des raisons pour laquelle on voulait donc augmenter cette privatisation d'EDF, peut-être ce démantèlement dont vous parlez de ce géant, ce mastodonte en 3, avec ce plan Hercule, c'était de dire, il faut protéger justement le prix de l'électricité, faire qu'elle ne soit pas trop chère, parce qu'on en aura besoin encore plus, peut-être avec les véhicules électriques dont on parlait tout à l'heure. Jacques Percebois, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution justement pour que le prix de l'électricité n'augmente pas? Alors, il faut partir d'un constat. Le prix de l'électricité est composé de 3 tiers. Un tiers, c'est le prix du kilowattheure à la sortie des centrales. Un tiers, c'est le coût des réseaux. Et un tiers, ce sont les taxes. Le coût des réseaux, ça se négocie pas parce que tout le monde paye le même montant puisqu'il y a un seul réseau, RTE pour le transport, Enedis pour la distribution. Les taxes, c'est l'État ou les collectivités locales. Bon, qu'est-ce qui a le plus monté dans le prix de l'électricité depuis 10 ou 15 ans? Ce sont les taxes. Et pourquoi les taxes ont fortement monté? Parce qu'une partie de ces taxes sert à financer le surcoût des renouvelables. Parce qu'on nous chante toujours les louanges du renouvelable, c'est très bien, mais il ne faut pas perdre de vue
que les renouvelables sont fortement aidés, l'ont été fortement et le sont encore. Je m'appuie sur les rapports de la Cour des comptes qui a dit que jusqu'à aujourd'hui, le surcoût, je ne parle pas du coût, je parle du surcoût pour aider ces renouvelables payés par le consommateur final, c'est 120 milliards d'euros. Si vous poursuivez jusqu'en 2040, c'est 140 milliards d'euros. Donc quand on dit il ne faut pas aider le nucléaire et le nouveau nucléaire parce qu'on n'a pas l'argent, le consommateur, il aide bien les renouvelables à travers les taxes. C'est pas le prix du kilowattheure qui a monté au sens sortie centrale, ce sont encore une fois les taxes, les réseaux. Les réseaux, c'est normal puisqu'il faut développer les réseaux pour, je dirais, améliorer évidemment le raccordement de toutes les énergies. Donc l'objectif, c'est, alors on a encore un prix de l'électricité en France qui est, je dirais, un peu en dessous de la moyenne européenne. On est plutôt compétitif. Hein. Ouais, alors et justement, Anne de Bréjas, certains disent ce prix de l'électricité, il est compétitif aussi parce que on a créé cette activité de fournisseurs que vous critiquez, qui sont ces gens qui achètent et qui revendent de l'électricité sur le marché de gros de l'électricité, et qui, selon vous, ne sont pas très utiles justement parce que ils ne produisent pas d'électricité. La plupart de ces fournisseurs ne sont pas comme EDF des producteurs, ils n'ont pas investi dans un matériel industriel qui leur permettrait de la produire, cette électricité, ils ne font que l'acheter et la revendre, dites-vous, Anne de Bréjas. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, à vrai dire, il y a quand même plus grand monde qui ose dire que la concurrence fait baisser les prix dans le secteur électrique. Je cite très simplement Jean-François Carenco, qui est responsable de la commission de régulation de l'énergie, donc très en faveur des marchés, qui dit maintenant que ça ne fera pas baisser les prix. Alors, si on regarde juste comment évoluent les factures depuis l'ouverture à la concurrence pour le secteur des particuliers de 2006, les factures d'électricité, le prix a augmenté de 60%. Alors c'est vrai qu'une grande partie n'est pas liée à la libéralisation, elle est liée simplement effectivement au fait qu'il faut financer des nouvelles du renouvelable, il faut développer les réseaux et le parc, mais une partie, en tout cas, est incontestablement liée uniquement à cette ouverture des marchés, parce qu'on a un mécanisme maintenant. Les fournisseurs sont arrivés à le tour de passe-passe incroyable. Alors non seulement les fournisseurs, ce sont des fournisseurs privés qui sont nombreux sur le marché. Je crois qu'en France il y en a 80, quelque chose comme ça. Oui, alors moi j'avais en tête plutôt une petite cinquantaine. Ah bon, enfin voilà, ils sont nombreux. Alors dedans on trouve des anciens des pétroliers, on trouve des énergéticiens étrangers, on trouve des gens qui n'ont rien à voir avec l'électricité. Et par exemple Cdiscount, Leclerc, et effectivement leur fonction c'est d'acheter et revendre. Alors ça n'a rien à voir avec d'autres secteurs où on peut se dire il y a un vrai rôle d'un détaillant qui vient acheter en gros et puis livrer au détail ses clients. Dans l'électricité, il y a rien de tout ça. L'électricité est transmise automatiquement par les réseaux des centrales de production vers les consommateurs, sans même qu'il y ait le choix de savoir quelle centrale alimente quel consommateur. C'est la même électricité pour tout le monde. Et donc du temps où il y avait un seul acteur public, cette activité n'existait pas. Il y avait simplement on faisait de la facturation sur une grille tarifaire très simple, je pense que tout le monde connaît le tarif bleu, qui était la même pour tous, donc en plus qui permettait d'avoir une vraie égalité de traitement entre les usagers. Et pour mettre en concurrence, comme finalement on arrivait à mettre en concurrence ni le réseau, parce que heureusement c'est venu à l'idée à personne de faire 2 fois un réseau pour alimenter la même zone, ni la production non plus, parce que quoi qu'on en dise, on va pas non plus faire trop de centrales pour ensuite faire fonctionner les meilleures, ça serait une aberration. D'autant que le marché n'augmente pas, qu'il n'y a pas donc besoin de créer beaucoup plus de centrales qu'il n'y en a pour l'instant. On est à peu près à égalité. Pour l'instant, non, mais même quand ça viendra, on en fait exactement le nombre qu'il faut. C'est extrêmement planifié. Il y a des planifications sur le très long terme avec des scénarios qui vont jusqu'à 2050, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il faut garantir un équilibre en temps réel à tous les horizons de temps. Donc, c'est complètement planifié. Donc, il n'y a pas de concurrence non plus sur la production. Alors, il y a simplement le privé qui vient en délégation de service public, comme par exemple sur les autoroutes, avec une garantie de rémunération. Et donc, on a créé un espace vraiment artificiel, donc de fourniture, avec ces fournisseurs qui achètent et revendent, qui font du trading, et dont la principale activité c'est de se rémunérer de faire du démarchage et de se rémunérer et de mettre leur logo sur leur facture en gros. Et donc ça ne peut amener que des surcoûts, parce qu'il faut payer les démarcheurs, faut payer la mise en place d'un marché ultra sophistiqué qui ne fonctionne absolument pas, faut payer des traders, faut payer le fait que chaque fournisseur doit avoir sa propre équipe de facturation, sa propre équipe pour prévoir la consommation, pour optimiser, tout un écosystème qui n'existait pas avant. En plus, ça désoptimise, ça fait moins bien fonctionner le système globalement, donc ça, à nouveau, ça a un coût. Et puis, s'ajoute à ça, comme je vous ai dit, le coût, ce qu'on appelle le coût du capital, donc le coût du financement qui, lui, prend des proportions énormes. Donc, forcément, on a des surcoûts qui, à la fin, se retrouvent sur la facture. Oui, et donc,
Allez-y, terminez. Juste donc on a toujours pour les clients particuliers, ils bénéficient toujours d'un tarif réglementé, ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente. Pour les entreprises, ça a disparu. Oui. Pas les professionnels, ils ont essayé de le garder, mais ils sont pas arrivés. Et ce tarif réglementé de vente, qui avant devait simplement refléter les coûts du système, maintenant a changé d'objectif et il doit être, c'est écrit dans la loi, être suffisamment haut, c'est un principe de contestabilité, pour permettre aux fournisseurs concurrents de proposer des offres moins chères. Ouais. Pour donc organiser cette concurrence que vous critiquez, Anne de Bréjas, telle qu'elle s'est mise en place. Anne-Sophie Elsif, vous pensez, vous, qu'il y a nécessité de cette concurrence telle qu'elle est installée sur le marché ? On ne peut pas faire partie du marché européen et donc changer en effet les règles quand, en fonction d'une entreprise, en effet, qui a peut-être ça a des conséquences pour l'entreprise, donc en l'occurrence EDF en France, et donc se dire, bah voilà, comme ça nous convient pas, on change les règles. Bien évidemment, il y a cette ouverture au privé et donc de nouveaux peuvent venir prendre des parts de marché en France, mais EDF peut également venir prendre des parts de marché dans les autres pays européens et accès de fait au marché. Mais certains critiquent justement cette internationalisation d'EDF, disant elle n'a pas été très réussie dans les années 90-2000, ça n'a pas été une véritable réussite que de vouloir justement s'ouvrir au marché qui s'ouvrait à la mise en concurrence. Alors oui, après en effet, on peut faire un état des lieux et de dire est-ce que ça a été plus ou moins positif, efficace, et notamment sur la problématique des investissements et de pouvoir justement penser la transition et le financement de nouvelles énergies. Donc là, en effet, c'est vrai qu'il y a eu une énorme dette qui s'est concentrée peut-être en partie à cause de ça, et donc de se dire est-ce que ces règles européennes sont efficientes. Mais tout de même, quand vous dites il y a les champions chinois, ils sont soutenus par un État qui les soutient énormément. Exactement. Donc en même temps, comment prôner d'un côté la mise en concurrence en Europe, tandis que les principaux concurrents sur le marché international sont justement des gens qui ne dérégulent pas véritablement comme on voudrait le faire en Europe sur ce point. Alors c'est ça la difficulté, c'est qu'en effet, la règle n'est pas très égale. Mais c'est le cas pour l'électricité, mais malheureusement pour d'autres marchés. On parle toujours de l'exemple d'Airbus qui est un peu au niveau européen l'entreprise qui a réussi à faire ce trait d'union, mais c'est en effet un problème. En Chine, ce secteur-là est énormément subventionné par l'État. Après, leur avantage, c'est qu'ils ont beaucoup moins de limites de financement et donc ils ont des capacités financières absolument colossales qui leur permettent de financer ces investissements d'avenir. Anne de Bréjas, puis Jacques Percebois. Anne de Bréjas. Oui, la question n'est pas de savoir si les règles conviennent à EDF, si ça favorise EDF ou pas. C'est de savoir si ça convient au système électrique et au service public dans son ensemble. Et à l'évidence, non. Sur tous les thèmes, les prix ont augmenté, le système électrique est fragilisé. Maintenant, l'association des gestionnaires de réseaux européens dit qu'elle commence à avoir des instabilités, c'est-à-dire des risques de coupure sur le réseau directement liés au fait que le marché n'est pas compatible, n'est pas adapté à l'électricité. On perd l'égalité de traitement puisque maintenant chacun en est à négocier son contrat de gré à gré, les précaires sont moins bien accompagnés et puis surtout donc on n'arrive pas à faire ces investissements. Alors pour l'international, moi je vais être très claire. Effectivement, les aventures internationales d'EDF ont été extrêmement risquées, n'ont rien à voir avec le service public. Ça s'est soldé par des ardoises extrêmement lourdes de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui manquent aujourd'hui au service public. Et la question n'est pas de savoir si EDF doit devenir un champion international. Il faut un service public dans le pays, ce qui ne veut pas dire qu'on doit vivre en autarcie. Attention, évidemment, les réseaux sont interconnectés. Évidemment, il faut de la solidarité entre pays européens, mais ça peut se faire par un tout autre système que le marché. Oui, Jacques Percebois. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que l'électricité, c'est un bien particulier, c'est un service public, et les conditions nationales sont déterminantes, parce que les choix en matière électrique entre l'Allemagne, la France et les autres pays européens sont très différents. Par conséquent, chacun a tendance à raisonner sur le plan national, même s'il y a des échanges internationaux, je dirais au moins au niveau européen. La deuxième chose, c'est qu'on dit prix de marché. Mais en fait, quand on y regarde de près, le marché, il ne fixe qu'un tout petit pourcentage du prix de l'électricité. Encore une fois, les taxes, ça en fait pas partie. Les réseaux, ça en fait pas partie. Et même dans le prix du kilowattheure, il y a beaucoup d'exceptions. Les exceptions, c'est les prix garantis pour les renouvelables. C'est aussi le mécanisme de l'Arenh. Alors l'Arenh, c'est un mécanisme très sophistiqué. C'est le fait qu'EDF, au début de l'ouverture à la concurrence, a été obligé de vendre une partie de son électricité nucléaire à prix coûtant à ses concurrents. Pourquoi ? Parce qu'EDF avait un avantage par rapport à ses concurrents à l'époque. En ayant créé son parc nucléaire, évidemment.
grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, EDF avait des coûts plus faibles que ses concurrents et par conséquent, les concurrents pouvaient pas gagner des parts de marché. Alors on dit, bon, puisque le marché fonctionne pas, on va créer un système qui oblige EDF à vendre une partie de son nucléaire, non pas au prix du marché, mais au coût auquel ça revient à EDF, c'est-à-dire vous jouez à armes égales en quelque sorte. Hein. C'est de la discrimination positive, voilà, en faveur des concurrents. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que le prix en question a été fixé à une époque où vous étiez vous aussi aux responsabilités d'une certaine façon, Jacques Percebois, vous avez participé à la mise en place justement de ce système, mais qu'au bout du compte, il n'a pas été augmenté depuis. Donc du côté d'EDF, on vend toujours des kilowattheures au même prix qu'il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Absolument. Alors j'étais membre de la commission Chamsor. La commission Chamsor, oui, c'est elle qui a proposé le mécanisme qui a été ensuite retenu par la loi NOM de 2010. Mais au départ, cette commission disait c'est 25%, c'est-à-dire 100 TWh, à un prix que le gouvernement avait retenu à 40 puis 42 €, sauf qu'il n'a pas bougé depuis 2012. Et alors que le prix aurait dû être revu à la hausse. Alors pour pouvoir le revoir à la hausse, aujourd'hui la commission, alors le mécanisme de l'ARENH, il a joué son rôle. Ça a permis aux concurrents d'EDF, je l'ai dit tout à l'heure, de s'installer sur le marché. Oui. Ils sont installés sur le marché. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on dit l'ARENH, c'est la cause de tous les maux. Non, l'ARENH a joué son rôle au début, mais c'est terminé. On peut supprimer l'ARENH. Simplement, aujourd'hui, les concurrents d'EDF disent le nucléaire, on n'en veut pas, mais donnez-nous quand même de l'ARENH. Ils en veulent un peu plus. Alors EDF répond, oui, mais il faut augmenter le prix. Et la Commission européenne rétorque, oui, mais pour augmenter le prix, il faut changer la structure d'EDF. Donc, si vous voulez, on n'en sort pas. Oui, on voit bien qu'effectivement, c'est effectivement un serpent qui se mord un peu la queue sur ce point. Anne-Sophie Alsif. Alors oui, en effet, c'est un système qui était pertinent dans ses débuts, mais en effet, la situation a beaucoup changé au début. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez précédemment, et justement dans le surcoût donc de ce prix d'électricité, il y a ces fameuses énergies renouvelables qui aujourd'hui sont pas assez rentables. Et pourquoi elles ne sont pas assez rentables? Parce que justement, on a eu un défaut d'investissement sur les 10 dernières années. On aurait dû justement investir beaucoup plus massivement là-dessus. Et donc, comme on n'a pas ces économies d'échelle, en tout cas la taille critique suffisante, bien sûr que c'est des énergies qui sont pas encore rentables à court, moyen terme. Mais c'est ça justement tout l'enjeu. C'est bien évidemment la question du nucléaire, mais c'est préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, justement, en faisant cet EDF vert, eh bien, ça vous permet de lever massivement des capitaux avec des investisseurs. Il faut le dire, avec le verdissement de l'économie, c'est global, c'est tous les secteurs. Donc, bien évidemment que les investisseurs savent qu'il faut investir dans ce secteur-là et qu'il y aura de la rentabilité. Donc, il n'y aura pas forcément de difficultés pour lever de l'argent. Et ça vous permet d'avoir des masses d'argent colossales qui permettent de rattraper le retard et vraiment de se positionner sur ces énergies-là. Anne de Bréjas, vous êtes en bagarre en tant que syndicaliste Sud Énergie et porte-parole de Sud Énergie sur ces questions-là depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pensez que vous serez donc écouté? Est-ce que vous avez l'impression que ce combat que vous menez contre ce projet Hercule peut gagner, ou est-ce qu'au bout du compte, le gouvernement tient bon la barre sur ce point? Écoutez, moi j'ai espoir qu'on arrive finalement à gagner. Alors, le combat il date du début de la libéralisation. Donc ça fait 20 ans qu'on bien sûr, ça ne peut pas marcher. Bien sûr, mais je parle du projet Hercule en soi, qui a été à un moment aussi très important avec des manifestations, des journées de grève, etc., depuis plusieurs mois. Oui, justement, je pense que en fait ce qu'on voit apparaître avec le projet Hercule, qui pour moi est une bonne chose, c'est que le sujet est mis sur la table et que les gens, quand on leur raconte ce qui se passe dans le secteur électrique, quand on leur dit que la seule concurrence qu'il y a, c'est entre des fournisseurs qui ne font rien sur le système, quand on leur dit que ça coûte beaucoup plus cher, quand ils voient que les associations de consommateurs sont vent debout contre la libéralisation en disant c'est pas possible, la seule innovation, on nous a dit que ça allait faire baisser les prix, on voit que ça augmente, on nous a dit que ça allait faire de l'innovation, on voit toujours aucune innovation si ce n'est du démarchage agressif. Progressivement, il y a un front qui s'établit contre le projet Hercule, et quand même sur la question de l'hydraulique, il faut malheureusement s'arrêter. Anne de Bréjas, je vous remercie. Vous êtes chercheuse au centre de recherche d'EDF et membre et porte-parole de Sud Énergie. Jacques Percebois est avec nous également. Merci beaucoup. Vous êtes auteur de L'énergie racontée à travers quelques destins tragiques aux éditions Campus Ouvert. Et Anne-Sophie Alsif, troisième invitée de cette émission, était chef économiste au Bureau d'information et de prévision économique et auteur de La France est-elle exposée aux risques protectionnistes aux éditions de l'École des Mines. Merci à tous les trois d'avoir été aussi clairs autour d'un sujet très complexe. C'était le temps du débat. Bruno Barada, Rémi Baille, Manon Prisset, Hugo Boursier et Adèle Rosier. À la technique, Anthony Thomasson. À la réalisation, Alexandre Manzanares.